Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Des projets pour lutter contre les effets des changements climatiques, la délégation malienne qui avait pris part à la COP22 à Marrakech au Maroc est venue présenter ses initiatives au président de la République. Ça s'est passé également au Maroc, le Forum international Afrique Développement. Cette 5e édition a pour thème le nouveau modèle de croissance inclusive en Afrique. Plus de 30 pays dont le Mali y prennent part. Les responsables des institutions bancaires et la presse en conclave à Ségou pour les traditionnelles rencontres annuelles. Cette 7e édition planche sur le financement des entreprises. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Un journal qui intervient après les matchs éliminatoires de l'Afro-Basket masculin. Je vous le disais à l'instant, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu hier au palais de Koulouba la délégation du Mali à la COP22 de Marrakech au Maroc. La délégation, conduite par le ministre de l'Environnement, a présenté plusieurs projets allant dans le sens de la lutte contre les effets des changements climatiques et fort salué par le chef de l'État, Youssouf Diakité, compte rendu. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, rencontrant la délégation malienne à la COP22, voulait une fois de plus manifester sa satisfaction quant aux résultats obtenus à la COP22 par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et sa suite. Je tiens à rendre hommage au gouvernement du Mali dont les sages décisions ont permis un déroulement sans précédent de la COP22 dans les meilleures conditions de convivialité pour la délégation malienne qui a été l'une des plus fortes lors d'une COP. Je viens vous assurer qu'au-delà de la démonstration de cette détermination du Mali dans la mise en œuvre de l'accord historique de Paris, le Mali a fait manifestement la preuve d'une visibilité remarquable à Marrakech. En effet, en plus des exposés réalisés par les institutions, les départements ministériels, la société civile, tous représentés dans cette salle, sans oublier le secteur privé, le stand Mali a été visité par d'autres pays, par des organisations internationales, dont certaines ont même demandé et obtenu l'organisation de leurs conférences dans le stand Mali. Que de fierté et d'opportunité. L'un des temps forts de la cérémonie a été la remise d'attestation aux participants à la COP par le président de la République. Je voudrais seulement rappeler que peut-être c'est votre engagement, c'est aussi votre chance, que pendant les 2 années, il y a eu une accélération. Parce que vous savez, il y a eu beaucoup de piétinements par le passé en ce qui concerne l'accord sur les changements climatiques. Et pendant ces 2 années, il y a eu une accélération. Non seulement il y a eu l'accord historique, comme elle l'a dit à Paris, mais aussi à Marrakech, beaucoup d'engagements ont été pris. Donc, une des caractéristiques nouvelles, c'est votre présence. Une autre, c'est qu'à Marrakech, le Mali avait un stand. Et ce stand a permis à la délégation de présenter plusieurs projets au nom du Mali, des projets très pertinents qui ont attiré l'attention des partenaires. Le président de la République a insisté sur l'intégration de la protection de l'environnement dans nos habitudes de tous les jours. Mais le chef de l'État met un accent particulier sur la sauvegarde du fleuve Niger. J'ai vu, madame le ministre, ce que vous avez fait. J'ai apprécié beaucoup, j'ai apprécié. J'ai vu dans quelle crevasse vous êtes tombés dans le Mandé, dans le cher Mandé, les unes à côté des autres. Et d'une manière
de paysages lunaires. Ces orpailleurs qui sont là aujourd'hui à défigurer notre rivage et le lit du fleuve. C'est un danger d'avenir pour le fleuve Niger. Ce doit être conjuré dans les meilleurs délais par toute méthode possible, mais c'est un impératif. La délégation du Mali était constituée d'une centaine de personnes à la COP 22, toutes soucieuses de l'avenir climatique du Mali. Réfléchir sur un nouveau statut pour les ateliers militaires centraux de Markala et sur une transformation industrielle de la viande au Mali, les deux sujets étaient à l'ordre du jour du conseil de cabinet de ce matin à la primature. Pour plus de précisions, suivons les explications du ministre de l'économie numérique, de la communication, porte-parole du gouvernement, Maître Moutaga Tall. Il est au micro de Alousseni Touré. Le premier dossier soumis au conseil de cabinet de ce jour a été introduit par le ministère de la Défense et des anciens combattants et portait sur le statut des ateliers centraux de Markala. Les ateliers centraux ont fait preuve d'une expertise avérée, aussi bien au plan national, où ils ont eu à intervenir au compte de nombreuses structures, telles l'Office du Niger, la CMDT, Soukala, les aéroports du Mali et j'en passe, mais aussi au plan sous-régional, avec des interventions en Guinée et au Nigeria. Mais malheureusement, et c'est à cela que le ministère de la Défense veut mettre un terme, les ateliers centraux de Markala se meurent à petit feu. Alors, le Conseil a passé en revue les différentes possibilités. La solution retenue, ou les solutions retenues, consistent, 1. à faire des ateliers centraux de Markala un établissement public à caractère industriel, commercial et épique. Et deuxièmement, à étendre ses activités et à sortir du seul domaine militaire. Le second dossier a été présenté par le ministère en charge du développement industriel de notre pays et il porte sur une réflexion sur l'industrie de la viande. Le Mali, vous le savez, est un pays qui dispose d'un cheptel extrêmement important. Nous sommes premiers de la zone IOMOA, nous sommes après le Nigeria, deuxième dans l'espace CEDEAO. Mais ce bétail, malheureusement, en dehors de la consommation nationale, est exporté sur pied, avec toutes les déperditions qui s'y rattachent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une problématique réelle de production industrielle de la viande bovine. Le Conseil a autorisé le ministre en charge du développement rural de faire une réflexion, d'initier une réflexion sur cette problématique et de lui proposer des solutions. Les activités commémorant le 37e anniversaire de la mort d'Abdul Karim Kamara, dit Cabral, se poursuivent. Le traditionnel dépôt de gerbes de fleurs au monument a été effectué par le Premier ministre Modibo Keïta, entouré des membres du gouvernement, de l'ANS-UNEM et de l'AIM. Compte rendu Arjumatina. 17 mars 1980, 17 mars 2017. Cela fait 37 ans, jour pour jour, que disparaissait Abdul Karim Kamara, dit Cabral. La date anniversaire de l'assassinat du leader estudiantin, digne fils érigé en héros national, est une occasion pour la nation de rendre hommage à l'homme, d'où ce dépôt de gerbes de fleurs. En effectuant ce geste hautement patriotique, émouvant et symbolique, le chef du gouvernement mesure la grandeur d'Abdul Karim Cabral, qui constitue une source d'inspiration. L'enseignement du maître nous a permis d'appréhender des réalités nouvelles, mais l'enseignement de l'élève lui aussi a permis d'ensuir dans la terre fertile du Mali des semences qui ne produiront que de beaux fruits. Je m'incline devant la mémoire de l'Ulysse disparu et devant la mémoire de toutes les victimes du terrorisme dans notre pays. La génération Cabral ne peut s'arroger le monopole ni du patriotisme, ni de l'amour du terroir, encore moins du courage, car ces valeurs, nous sommes sûrs de les partager avec vous, mais aussi avec beaucoup d'autres compatriotes. Outre les autorités, ont également pris part à cette cérémonie l'ANS-UNEM et l'AIM.
Vive de Bamako, notre capitale en conclave, ont réfléchi pendant 2 jours sur les voies et moyens permettant de sortir notre pays de la crise. La concertation du district de Bamako, qui se tient après celle des autres régions, se focalise sur la paix, l'unité et la réconciliation, nous dit Alousseni Touré. Paix, sécurité, réconciliation, ce sont les éléments qui ont servi de base de discussion pour les participants à la consultation régionale de Bamako, préparatoire à la conférence d'entente nationale. On a constitué 3 groupes. Le premier groupe, c'est sur l'unité. Le second, c'est sur la paix. Et le troisième, c'est sur la réconciliation nationale. Nous souhaiterons, mes collègues et moi, que chaque groupe mette l'emphase sur le thème qui lui est confié, que toutefois, aucun thème n'est isolé. Aucun des thèmes n'est traitable sans toucher à l'autre. Les propositions des uns et des autres vont généralement dans le sens de l'apaisement du climat sécuritaire dans un Mali réconcilié. Les grands points qui ont émergé, c'est d'abord le fait que tous les Maliens se donnent la main pour faire de ce Mali le grand Mali. Toutes les propositions ont été faites justement pour que le Mali se retrouve une fois pour toutes dans toute son unité, dans toute son intégrité territoriale et dans toute sa réconciliation entre tous les Maliens, entre toutes les Maliennes. En tout cas, les propositions de Bamako à la conférence d'entente nationale sont consignées dans un rapport qui sera remis à qui de droit. Autre grand titre de l'actualité, le Maroc abrite depuis hier le Forum international Afrique Développement. L'édition de 2017 a pour thème le nouveau modèle de croissance inclusive en Afrique. Cette rencontre, qui est à sa 5e édition, est une occasion pour les participants d'échanger autour des problématiques de développement de l'Afrique. C'est une initiative du groupe Attijari Wafa Bank, représenté par la BIM SA au Mali. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Casa-la-Blanche, Seydou Sissoko et Salimata Dao. Le Maroc reçoit l'Afrique. Plus de 2000 participants venus de plus de 30 pays prennent part à cette 5e édition du Forum international Afrique Développement. Ils représentent les institutions et les entreprises et se rencontrent pour réfléchir sur comment exploiter le potentiel économique de l'Afrique pour le bénéfice de ses populations. Le Burkina Faso est le pays invité d'honneur. Décideurs politiques, chefs d'entreprise partenaires au développement, leaders d'opinion, nous devons faire des choix stratégiques judicieux, courageux, destinés à garantir l'épanouissement économique, le bien-être de tous pour une paix véritable et durable en Afrique et dans le monde. Ce forum qui fait la promotion du commerce, des investissements et de la coopération sud-sud est initié par le groupe Attijari Wafa Bank, présent dans plus de 20 pays. Nous avons souhaité placer notre 5e édition sous le signe de la croissance inclusive, car seule l'inclusion véritable est le garant de la pérennité et de la sécurité de notre continent. La présente édition est placée sous le haut patronage du roi Mohamed VI du Royaume du Maroc et est organisée à un moment important pour le pays. Autour du Maroc dans sa famille institutionnelle et accompagné d'une lutte de conviction, accompagné d'une vision pour l'Afrique, d'une Afrique confiante et une Afrique agissante. Il faut agir. Notre pays, le Mali, est venu avec la 2e plus forte délégation après le Cameroun. La croissance des financements aux PME octroyés par la BIM dans l'année 2015, c'était plus 93%. Et en 2016, c'était plus 74%. Voilà. Donc ça montre la stratégie de la BIM en tant que banque citoyenne, financer les secteurs industriels et les PME pour participer à la création d'emplois. Le secteur privé malien est fortement représenté ici. Les opérateurs économiques qui prennent part à cette 5e édition du Forum international Afrique Développement vont participer à des rencontres B2B, faire des rencontres dans le but de faire fructifier leurs affaires et aider ainsi le Mali à se développer. Le HCR vient de boucler ses travaux de planification 2018-2019. Cette organisation compte relever le défi d'un rapatriement massif de 138 000 Maliens vivant hors du pays. On retrouve le reportage de Mariam Sagara. Faire un rapatriement massif, protéger les déplacés demande un coût, une disposition adéquate et une sécurisation suffisante. C'est pourquoi le HCR planifie le programme 2018-2019 avec ses partenaires et le gouvernement malien. Le HCR travaille en respectant un certain nombre de principes. Inclure, nous demande le haut-commissaire dans sa stratégie quinquennale. Accueillir dans un même lieu
les partenaires étatiques, non gouvernementaux, les réfugiés, les rapatriés, les représentants des bailleurs de fonds, les agences sœurs des Nations Unies, pour la société civile, pour discuter de la direction que nous souhaitons prendre pour les 2 prochaines années, est une étape absolument essentielle dans le processus de planification stratégique. Les populations réfugiées, rapatriées et déplacées internes auront une attention toute particulière ces 2 années à en croire le planning établi pendant ces 10 jours-là. Le représentant du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire a réitéré la confiance du gouvernement à l'organisation et ajouté que l'accompagnement du gouvernement malien ne fera pas défaut. Diaspora, toujours, nos compatriotes rapatriés volontaires du Niger en provenance de la Libye ont regagné hier le Bercail. Ils ont été accueillis dans la cour de la protection civile à Sogoniko par les autorités en charge des Maliens de l'extérieur. À leur arrivée, le soulagement et la joie de retrouver le pays se lisaient sur les visages. Reportage Adama Traoré. 27, c'est le nombre de nos compatriotes qui ont été rapatriés du camp des réfugiés d'Agadez au Niger. Ces déplacés auront quitté la Libye en proie à des violences. Ces hommes et ces femmes exténués. À Tripoli, au Saba, il y en a plusieurs de personnes qui vont rentrer au pays. Il n'y en a pas de moyens. Là-bas, là, même quand tu es là-bas, ça va pas même. Même quand tu vois un Libyen, même là-bas, tu vas penser aussi que ouais, un jour, il faut que moi aussi je retourne au Mali. Même s'il n'y a pas de travail, je vais rester chez moi, que je suis fier d'être chez moi aussi. Ce retour volontaire intervient à la suite de la visite du ministre des Maliens de l'extérieur au Niger. Visite au cours de laquelle le premier responsable du département a donné des instructions et déployé des moyens pour ces rapatriements. En contact avec nos ambassades, nos missions diplomatiques et consulaires, nous essayons de voir quels sont les Maliens qui sont en détresse et voir avec l'accompagnement de nos partenaires, répertorier ces personnes qui sont en détresse et voir comment les rapatrier sur le Mali. Tous ceux qui voudront volontairement rentrer, le gouvernement s'inscrit dans cette logique-là pour les appuyer. La politique nationale de l'emploi des jeunes envisage d'offrir une protection sociale et une réinsertion professionnelle à nos compatriotes rapatriés. L'actualité en ponctier, nous ferons un tour à Mopti pour parler d'unité nationale pour la consolidation de la paix. À Ségou, nous parlerons de remise des dons aux personnes déplacées, toujours à l'intérieur du pays. Nous verrons comment la fête du 8 mars a été célébrée. Mais d'abord, loin du Mali, commençons par cette visite à Kigali du ministre de la Justice. Les brèves sont commentées ici par Nyanya Aliou Traoré. Visite à Kigali, au Rwanda, du 5 au 10 mars dernier du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Mamadou Ismaïla Konaté et son homologue rwandais ont passé en revue la coopération juridique et judiciaire entre nos 2 pays. Une visite du ministre Konaté à la prison de Nyanza, à 250 km de Kigali, est à enregistrer, occasion pour le ministre de s'imprégner de l'expérience rwandaise. Direction Genève, en Suisse, où le docteur Boulkassou Maïdara, à la tête d'une délégation du Conseil économique, social et culturel, a effectué une visite de travail au siège du Bureau international du travail. Au terme des échanges, les 2 parties ont convenu, entre autres, le renforcement des capacités des membres du CSE, les questions environnementales et sécuritaires et la promotion de la paix sociale. Ici, au Mali, à Ségou précisément, le ministère de la Solidarité vole au secours des populations déplacées et rapatriées de la région. Le département a remis des céréales aux victimes des récents événements de la localité de Massina. Une remise aussi aux déplacés des cercles de Nyono et de San. Célébration du 8 mars par la Direction régionale de la promotion de la femme. Elle a organisé une conférence débat autour de la chaîne de valeur céréales. Ce programme est un projet qui porte sur 3 variétés de céréales, à savoir le riz, le mil et le sorgho. Financé par l'USAID, le programme s'étend sur les régions de Sikasso, Mopti, Tombouctou et sur la région de Ségou. La remise d'attestation a mis fin à la cérémonie. Toujours dans le cadre du 8 mars, remise de kits mélangés et de football aux associations de Maïna et de Bafoulabé. Les femmes de l'association Bara de Bafoulabé et celles de l'association Goundoni d'Ambéli de Maïna
ont reçu des mains des députés de ces localités, des frigos, des bassines, des marmites, ainsi que des outils de maraîchage. Et nous allons terminer ces brèves avec cette séance de bénédiction en faveur de la paix et de la réconciliation au Mali. C'était sous la présidence du gouverneur de la région de Mopti, en présence de l'ensemble de la communauté musulmane. Une initiative de la communauté Kunta et des descendants de Sékou Amadou. Oui, je vous le disais dans les titres, ouverture à Ségou de la 7e édition de la rencontre Banque Presse, présidée par le ministre de l'Économie et des Finances. Sur rendez-vous, mais surtout l'accent sur le financement des entreprises. Compte rendu, Kandesila. Le financement bancaire des entreprises au Mali, défis et opportunités, et la communication d'entreprises en jeu au Mali, ce sont ces deux thèmes majeurs qui mobilisent à Ségou les banquiers et les hommes de presse. Cela en faveur de la 7e édition de la rencontre Banque Presse, une rencontre qui mobilise chaque année l'association professionnelle des banques et établissements financiers au Mali et les hommes de médias. Les journées de contestation Banque Presse, exemple unique dans l'espace UMOA, ont permis de conduire des échanges et des débats sur les grandes préoccupations économiques, financières de notre pays et sur le climat des affaires. Nos rencontres ont permis jusqu'à présent de briser la glace entre banquiers et journalistes, permettre aux journalistes d'avoir dans les banques un interlocuteur dédié. Pour l'édition 2017, une attention particulière est accordée aux entreprises maliennes. Pour le ministre de l'Économie et des Finances qui préside les travaux, le cadre s'avère opportun pour la promotion des investissements. Mon département vous encourage à maintenir et à entretenir jalousement cet espace d'échange unique pour le bonheur de vos entreprises respectives et celui des populations pour lesquelles vous vous investissez tous les jours. J'espère que chacun d'entre vous s'impliquera personnellement à travers vos structures professionnelles, organes et associations de presse pour que cet espace soit profitable au Mali tout entier. Auparavant, les autorités communales, par la voix du premier adjoint au maire Bouakarso, s'étaient réjouis du choix porté sur Ségou pour abriter ces travaux. Des travaux qui vont être marqués par des communications et des recommandations pour une plus grande compétitivité de nos entreprises. Parlons à présent école, lancement du programme de développement des capacités en réparation de manuels scolaires. Le programme en question est une initiative du gouvernement malien en faveur de la qualité de l'éducation et en appui à la création de l'emploi. Cette action donc est soutenue par le gouvernement canadien, nous dit Youssouf Diakité. Cette formation des réparateurs de manuels scolaires de Bamako est essentiellement focalisée sur deux volets, les techniques de réparation de manuels scolaires et l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat puisque l'initiative permettra de donner de l'emploi à 30 jeunes maliens. L'idée est du programme de développement des capacités en réparation de manuels scolaires. On se déplaçait d'une région à l'autre, on voyait souvent beaucoup de manuels qui étaient dans les salles de classe au fond et on s'est dit il doit y avoir quelque chose qu'on peut faire. Et je dois dire que le Nouveau-Brunswick, qui est une province canadienne, nous avons déjà mis en place des équipes de réparateurs comme ça pour réparer des manuels. Alors, on s'est inspiré d'une expérience canadienne. Nous avons déjà acquis l'essentiel, c'est-à-dire les premières formations ont été faites par la partie canadienne. Et quelques années après, nous sommes en mesure aujourd'hui de dire que nous avons pu effectivement engranger suffisamment d'expérience pour que les formateurs soient des Maliens. C'est un acquis important par rapport à l'avenir du projet. Au directeur national de la pédagogie de rappeler que la réparation des manuels scolaires est l'affaire de tous et que sa réussite est étroitement liée à l'engagement de tous les acteurs. Le comité national de pilotage du projet de développement de l'élevage dans la région du Liptako-Gourmand tient la 11e session de son conseil d'administration avec un budget prévisionnel estimé à plus de 133 millions de francs CFA. La structure entend réaliser plusieurs activités. Reportage Agali Agagissa. Lancé en 2005 à Gao, le projet de développement de l'élevage dans la région du Liptako-Gourmand vise l'intensification des activités de l'élevage dans 3 pays, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Le comité national de pilotage du projet se réunit pour la 11e fois pour faire l'état des lieux. La composante nationale d'un montant d'environ 11 milliards et dont le financement extérieur BID et BIDC ont été clôturés depuis 2012. Les principaux résultats, la construction de 14 parcs de vaccination, 76,25 hectares de dunes de sable fixées, 302 hectares de parcours dégradés restaurés. Au terme du financement extérieur de la première phase, le projet fonctionne actuellement sur le budget national.
En 2016, nous avons organisé la vente promotionnelle de moutons, édition 2016 à Gao et Tombouctou. Le budget c'était 111 millions et le taux d'exécution, ça tournait autour de 59%. Le budget provisionnel pour 2017 est de 133 310 000. À l'occasion de cette 11e session, les administrateurs devront également faire les propositions pour la mise en œuvre de la seconde phase du projet. La nouvelle phase concernera toutes les régions administratives du pays et le district de Bamako, en tenant compte des projets et programmes existants en vue d'une synergie d'action. Le coût global du programme est d'environ 139 milliards de francs CFA hors taxes. L'insécurité qui sévit dans les régions de Gao, Tombouctou et Mopti, concernées par le projet, constitue la principale difficulté selon le coordinateur du projet, Lassine Koulibaly. Culture, Festival international de Sélengue, les organisateurs ont donné une conférence de presse en début de semaine au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Le thème de cette 6e édition est paix et réconciliation. Plusieurs artistes, dont Tiken Diafakoli, Sidiki Diabaté ou encore Serge Beino de la Côte d'Ivoire seront au rendez-vous. Le Festival international de Sélengue se tiendra du 23 au 26 mars 2017 à Sélengue, dans la commune de Baya. Nous retrouvons le reportage de Moussa Tidjani Kanté. Le Festival international de Sélengue et musique urbaine s'annonce dans un contexte très particulier. Cette conférence de presse tenue au Palais de la Culture a permis aux organisateurs de mieux expliquer les enjeux de cette 6e édition et de rassurer par la même occasion les festivaliers de la bonne tenue de l'événement dans un cadre sécuritaire garanti. La particularité de cette 6e édition, c'est la maîtrise technique de l'organisation. Parce qu'après 5 années d'exercice, nous avons compris que les festivaliers ont besoin d'une organisation bien maîtrisée où il n'y a pas beaucoup de dérapages, il n'y a pas beaucoup de désagréments. Aujourd'hui, le défi de notre pays, c'est le défi sécuritaire. Il n'y a jamais de risque zéro. Mais nous prions le bon Dieu pour que le festival se déroule sans incident majeur. Beaucoup de sous-thèmes seront débattus au cours des conférences portant sur la paix. Enregistrement d'émissions avec concours interjeunes, défilé de mode avec présentation de collections par les stylistes. Côté invité, artiste d'honneur Serge Beino de la Côte d'Ivoire. Nous avons des grands artistes comme Serge Beino de la Côte d'Ivoire, comme Sidiki Diabaté, comme Tiken Diafakoli. Les organisateurs comptent pérenniser ce festival déjà inscrit dans l'agenda des grands événements culturels au Mali. Le football malien est suspendu de toutes les compétitions internationales et ne bénéficiera plus des projets de développement de la CAF et de la FIFA. Cette mesure fait suite à la décision du ministre des Sports de dissoudre le comité exécutif de la Fédération malienne de football et d'installer un comité provisoire. La FIFA exige la réinstallation du dit comité exécutif pour lever sa sanction. Khalifa Nama Traoré. Un vent de tourmente souffle sur le football malien. Au moment où le ministre des Sports renvoie le comité provisoire à sa mission, le couperet de la Fédération internationale de football tombe. Dans sa lettre, l'instance suprême du football mondial affirme suspendre la Fédération malienne de football avec effet immédiat à compter de ce vendredi 17 mars 2017. Une mesure faisant suite à la dissolution du comité exécutif de la Fédération malienne de football le 8 mars dernier et la mise en place d'un comité provisoire de 19 membres chargé d'organiser, de gérer, d'animer, de promouvoir et de développer le football au Mali jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau. Ce qui constitue, selon la FIFA, une immixtion du politique dans la gestion du football. Conséquence directe de cet imbroglio, la Fédération malienne de football perd tous ses droits des membres de la FIFA. Aucune des équipes représentatives et aucun des clubs maliens ne sont plus en droit de prendre part aux compétitions internationales et d'entretenir des relations sur le plan sportif avec les autres associations membres de la FIFA. La FEMAFOOT et ses membres ne peuvent plus bénéficier des programmes de développement de la FIFA et de la CAF. Le texte précise que la sanction ne sera levée que lorsque les décisions du ministre des Sports auront été annulées et que le comité exécutif de la FEMAFOOT aura été réinstallé. En déplacement en Égypte et au Rwanda, le Djoliba Athletic Club et les 11 créateurs ne vont pas défendre ce samedi leur avance de 2-0 et 1-0, respectivement face à Al-Masri et Rayon Sport. Ils sont tout simplement disqualifiés. Les arbitres maliens qui devraient officier un match de Ligue des Champions ce samedi entre le Rail Club de Kadiogo du Burkina Faso et l'USM Alger
ont été remplacés par des Nigériens. On espère un dénouement heureux de ce bras de fer avant les prochaines échéances de nos sélections, à savoir la CAN des moins de 17 ans en mai au Gabon, où les jeunes Maliens ont un titre à défendre, et la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Un communiqué de presse, le comité exécutif du Stade malien de Bamako informe l'opinion nationale et l'ensemble du monde sportif que le Stade malien reste cohérent avec la démarche suivie depuis le début de la crise qui secoue le football malien. Cette démarche n'est autre que de rester attaché à la légalité et à l'aspiration de la majorité des acteurs du football dans le respect des textes nationaux et internationaux qui régissent cette discipline. Et de son côté, le comité exécutif du Djoliba a dit avoir pris acte de la décision de la FIFA et marque sa totale adhésion à la décision salvatrice du département des sports. Pour le club historique Djoliba Athletic Club, des frustrations passagères importent peu. Ce qui est essentiel, c'est la résolution définitive de la crise de notre football. Page noire de cette édition, écrivain, poète, économiste Albakay Kounta, commandeur de l'Ordre national du Mali, n'est plus. L'homme qui a publié une quarantaine d'œuvres littéraires a reçu les derniers hommages de la nation. C'était hier en présence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Reportage Nouhoum Sissoko. Instituteur, économiste, planificateur, écrivain, poète, directeur de société, Albakay Ousmane Kounta l'a été. Le natif de la cité des 333 saints a à son actif une quarantaine de publications. Durant sa carrière, Albakay Ousmane Kounta a rendu de bons et loyaux services à son pays, le Mali, mais aussi à l'Afrique. La patrie reconnaissante a rendu hier un dernier hommage à la dimension du parcours atypique de l'illustre disparu. Feu Albakay Ousmane Kounta a rempli à hauteur de souhait sa mission d'éducateur. Et comme si cela ne suffisait pas, sa curiosité naturelle et sa constante quête de la performance le poussèrent à entreprendre avec succès des études d'économie et de planification. Directeur de société, conseiller technique, Feu Kounta, en mission comme tout bon fonctionnaire de carrière, a servi son pays sur le plan international, en mettant à la disposition de l'OMVS son immense savoir et son talent avéré d'organisateur, de manager. Commandeur de l'Ordre national en 2016. Feu Kounta a également reçu en 2016, sur initiative de PEN International, la distinction du plus grand poète malien vivant. Albakay Ousmane Kounta était parmi les artisans de la création de plusieurs structures étatiques. Il a toujours su mettre son expérience et son expertise au service de la nouvelle génération. C'est avec lui que j'ai appris le fonctionnement de l'administration et les spécificités de notre secteur des transports. Ainsi, sous sa conduite, nous avons mené beaucoup d'études de faisabilité concernant en particulier la Société navale du Mali, la Société malienne d'ingénierie en transport maritime, les entrepôts du Mali dans les ports de transit, Petrostock, établissement public chargé de participer à l'approvisionnement du Mali en produits pétroliers dérivés et résidus. Il avait un profond respect pour tout le monde. Et personnellement, j'ai bénéficié de son affection, de son amitié. Au cours normal de Sévare, déjà, c'était le petit Ali. Même quand je suis devenu président de l'Assemblée nationale et que j'allais le voir, c'est toujours le petit Ali qu'il adore. Il n'a jamais écrit un ouvrage sans qu'il m'ait donné gratuitement un exemplaire. Jamais. Albakay Ousmane Kounta, qui nous a quittés à l'âge de 82 ans, repose désormais au cimetière de Sotiba. Il laisse derrière lui 2 veuves, 11 enfants et de nombreux petits-fils. Les témoignages convergent que l'homme était dense et très dense. Il laisse pour la prospérité des œuvres littéraires qui constituent des sources intarissables pour la génération montante en quête de repères. Nous suivons le reportage de Boubacar Sissoko. Je ne me fâche pas, j'essaie de supporter, j'essaie d'être patient. Les Maliens se souviendront très longtemps d'Albakay Ousmane Kounta. Ses œuvres littéraires et poétiques serviront toujours de référence à la jeune génération qui est en perte de repères. Oui, repères. Il s'agit de l'écrivain poète, chercheur, économiste et enseignant hors pair. Albakay Ousmane Kounta
l'enfant prodige, prolixe de la cité des 333 saints Tombouctou. Il s'en est allé en laissant derrière lui une riche bibliographie. Je retiens de lui un homme très humble, un homme très humaniste. Albakay Ousmane Kounta était un modèle pour nous. Cruel mort, tu peux vaincre tout, mais les hauts faits, les actes patriotes resteront inaltérés. Les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents. L'illustre disparu nous a quittés. Ses pères de la plume reconnaissent en lui un homme de culture avec un talent immense. Avec plus de 300 poèmes, des romans et des contes. Au nom de tes frères et sœurs écrivains, je te salue. Nous sommes les fils et les filles de ce Mali que tu appelles pays du sang, ce qui sous-entend pays de rencontre, de partage, de convivialité. Quelle place les convulsions actuelles de notre monde laissent-elles à la création littéraire, à la poésie et au rêve? La famille Kounta sèche ses larmes parce que rien d'autre de grandiose ne saurait se faire au nom d'Al-Bakay Ousmane Kounta ici. Doyen de la famille Al-Kountawi, descendant de la famille Bani Mayeta, une de ces 4 grandes familles qui ont composé l'honneur et la dignité de la Mecque. Les éloges de l'homme ne le décrivent pas à suffisance. Il était un homme humble, un homme de foi tout court. Ses écrits portent surtout sur les merveilles de Tombouctou et la paix. De très bons souvenirs de cet homme qui a passé toute sa carrière et toute sa vie à écrire pour inspirer les nouvelles générations. Et tous ces écrits portent sur des conseils et des défis à relever. Ce que je souhaite, c'est que ses enfants, sa famille, prennent exemple sur lui. Albakay, même à Tombouctou, l'imam est là, il resterait dans cette maison coloniale. Des témoignages fusent de partout pour dire que l'écrivain, l'économiste Albakay Ousmane Kounta fait honneur aux Maliens, rappelant cette citation d'Épictète, je cite, « Ce n'est pas la mort qui est redoutable, mais la mort avec déshonneur ». Fin de citation. Albakay Ousmane Kounta repose désormais au cimetière de Sotuba. C'est donc la fin de ce journal au nom de l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Autre rendez-vous avec l'actualité demain 13h. Une présentation de Mohamed Ould Mamouni. S'il plaît à Dieu, je serai là pour l'édition du soir. Au revoir. Allah bénisse le Mali.